Parce que des gars de course, ça jase de course. Vous entrez maintenant dans le podcast des gars de course avec Kevin Hébert. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Les gars de course. Moi puis mes chums, Ben puis Tommy, ça faisait longtemps qu'on voulait se partir un podcast, on voulait jaser de course, puis avec la saison morte, Velusia vient d'arriver, on se disait c'est le meilleur temps pour recommencer à jaser de course, se remettre dans le bain. Premier sujet, OK? Comment prononcer le mot Volusia, OK? Ouais, ça, faut régler ça, Mini, là. Comment? Volusia. On te l'a dit, ça fait plusieurs fois qu'on te l'expliquait, même dans les courses drivers, c'était pareil, c'est pas Velusia, c'est Volusia. Ça rentre pas. Vous savez, moi, je travaille à la radio, les mots compliqués, je les évite. Mais au gars de course, c'est correct si on peut en parler. Fait que, à Velusia... Mais en Floride au moins. En Floride, ouais. Fait que je vais laisser les autres vous expliquer comment le podcast va fonctionner parce que eux ils sont adeptes. Il y a Ben, lui, il écoute des podcasts tout le temps. C'est un adepte et il va vous expliquer comment ça fonctionne. Ah, tu me lances ça de même, là. Ben oui. Okay. Ben oui. On a pensé, on va avoir des sujets écrits qu'on va mettre dans un pot, dans un casque, peu importe, qu'on va piger, puis on va parler du sujet. Ça va être aussi simple que ça. Si vous avez des sujets à nous proposer, envoyez-nous-les, on va les rajouter dans le lot. Donc, ça va être aussi simple que ça. Puis on vous avertit d'avance, on n'aura pas de sujet controversé. On est là pour avoir du plaisir, rire, puis parler de course parce que qu'est-ce que ça fait un gars de course quand c'est l'hiver? Mais ça parle de course quand même. C'est un peu pour ça qu'on fait ça. Oui, puis en plus, vous le savez, c'est la philosophie des gars de course depuis le tout début. Nous autres, c'était de parler bien du sport, de montrer les bons côtés, le fun qu'on a d'aller aux courses. Donc, ça va être encore la même chose pendant le podcast. On est content justement avec Velusia qui a commencé. On a fait une petite couverture, entre autres, pour tous les pilotes qui étaient là. Puis on a eu des bons commentaires. Michael Parra qui était super content. Donc, c'est vraiment la même philosophie. Mais Ben puis moi, on va essayer de faire fâcher Tommy. Ça, c'est sûr, c'est le premier objectif. OK, premier sujet, on commence ça en beauté. Oui, j'ai mis ça dans mon casque. Je me suis dit que j'allais le présenter, sauf que si je vais mon casque à l'envers, tous les sujets vont tomber. Fait que mon casque est là. Lequel casque? Là? Celui que tu sers d'habitude ou celui que tu as peinturé 25 fois? Là? Celui qui est rendu trop petit. Parce que ça pourrait être un sujet pour les futurs. Est-ce que tu travailles à la radio qui est rendu trop petit? Ou... La tête m'a enflé. Non, ça, c'est juste depuis les gars de course. Si vous rencontrez Mini dans les pubs, demandez-y qu'il vous parle de la peinture de son casque. Pas nécessaire. Mais non, mais j'avais un casque. Je m'étais dit, l'hiver passé, l'été passé, je voulais me faire un projet, puis j'avais pas une idée de business, mais je voulais commencer à quelque part. Je me suis dit, je vais faire un casque, je vais le peinturer moi-même, puis je travaille dans une carrosserie, fait que j'étais bien placé, j'avais les outils puis tout. Et j'ai commencé, là, je commence à le peinturer. Après 5-6 couches, mon boss vient me voir, il me dit « Avec quoi tu peintures? » Je monte ma canette, c'était du primer. J'étais rendu à 5-6 couches de primer. Mais il était beau, le fini était incroyable. Il rouillera pas ce casque-là, c'est sûr. Ah, mais je l'ai recommencé 8-9 fois, ce casque-là. Patrick, tellement de peinture là, dessus, là, le casque est rendu gros comme une tête de mascotte. Là. Puis je l'ai tellement sablé, je pense qu'il est plus légal pour la FIA. Il a rendu les côtés carrés tellement qu'ils sont. Bon, on va piger un sujet, voir. Le premier, votre type de course préférée. Les petites courses, ceux à segment, les longues courses ou les très longues courses, par exemple, Syracuse ou le Speed Showcase 200. Quelque chose d'assez long. Mettons, il va avec Ben. Assez dur parce que je pense que les deux, et là, ont les meilleurs. Ils ont des bons côtés, tout dépendant de la façon que c'est fait. Mais moi, je pense que les petites courses, mettons, entre 20 et 35-40 tours, je pense que c'est la meilleure formule. C'est des courses où est-ce que tout le monde va aller à fond. Il n'y aura pas tant de stratégie de dire, bon, ben, on va observer comment la piste va évoluer, on va regarder les autres, comment ça va se passer. Ça va être toujours le pied au fond tout le temps de se ramasser en avant. J'aime pas trop les courses, comment je pourrais dire, des courses les courses à segments, mettons un 100 tours séparé en 3 ou d'affaires de même, parce que j'aime bien avoir une seule course
un pilote qui part à l'avant, un gagnant. C'est le gagnant de la soirée. Moi, je pense que c'est la plus belle façon moi, que j'aime voir les courses. Mais l'inversion, moi, j'haïs pas ça parce que on a vu des courses, voir un Mario Claire qui gagne la course est victime de l'inversion par exemple, 12e. Même en 30 tours, 12 positions, c'est vite gagné, puis ça fait un spectacle. Ouais, on n'a qu'à penser à Evan Racine cet été qui avait remporté sa première victoire lors de la première finale, puis dans la deuxième, il est terminé deuxième. Ça a pu donner un bon spectacle. Moi, ça fait plusieurs années que je le dis, je trouve que la formule du 2x40 ou 2x30 ou RPM, c'est la formule que je préfère. Parce que bien souvent, dans la deuxième finale, justement, on voit un pilote qu'on n'est pas habitué de voir gagner. On a vu Kevin Hamel remporter des courses. Souvent, Alain Terrien en a profité pour aller chercher des victoires ou Alex Terrien parce que, justement, dans la deuxième finale, ça devient très sèche et on le sait à quel point ils sont bons, eux autres, sur le sèche, ces pilotes-là. Vraiment, ça l'amène une autre perspective. Si tu manques ton coup dans la première, tu as quand même une deuxième chance. Je pense, à mon avis, c'est la meilleure chose. Une finale de 200 tours, je peux comprendre là, l'attrait parce qu'il y a un peu de stratégie là-dedans, mais quoi que maintenant, avec les nouveaux règlements qu'on impose, avec des aéropuits réglementaires entre tel et tel tour, on doit changer un pneu, ça enlève un peu de la stratégie qu'on avait dans le temps de Syracuse avec le gaz et tout. Mais vraiment, moi, je pense que 2x40, puis si on peut pas faire ça, mais j'aime bien une finale de 50 tours, parce que ça permet vraiment aux pilotes de remonter. 35 tours, parfois, oui, ça pèse, Ben il le dit, mais des fois, ça fait des accidents un peu. Donc, à 50 tours, t'as pas le temps vraiment de prendre ça facile, mais t'es moins pressé un peu. Puis je pense que les spectateurs aiment bien aussi les 50 tours. Oui, ben on s'entend que je pense que c'est quand même l'opinion de plusieurs. Là. Les courses à Syracuse, le Grand 200 tours, c'était pas la meilleure course de la fin de semaine. C'était rarement la meilleure course. C'était pour l'événement. Oui, pour l'événement. Mais je pense que pour l'avoir fait assez souvent à Syracuse, tu trouvais un receiver, tu te mettais les oreilles, entendre les scanners des pilotes. Ça, c'était extrêmement intéressant. Entendre les pilotes se parler. Des fois, c'était des crew chiefs, des spotters qui n'étaient pas habitués de faire ça. Ça faisait des erreurs. Des fois, ça sortinait des radios. C'était incroyable d'écouter ça. Je pense que l'attrait est là. Quand il y a des radios, quand il y a des communications pour des longues courses. Sinon, en bas de ça, oui, peut-être pour les stratégies, mais sinon, voir 200 tours, voir 175 tours des chars qui virent à peu près à moitié 3/4 de gaz, c'est pas ça qui est intéressant, je pense. Puis avec les jaunes qui comptent aussi, ça fait toujours que 50 tours sur le vert. Donc, un 50 tours sur le vert, à mon avis, c'est comme je disais. Mais les petits stops étaient intéressants. Syracuse, voir une vingtaine de chars rentrer dans le pit en même temps, les gars qui se garochent avec les tanks à gaz. C'était dangereux, ça n'avait pas de temps. C'était très dangereux, mais c'était très spectaculaire à voir. Surtout, j'avais une cassette de Syracuse 2003, puis tu voyais les gars arriver dans le pit, puis là, ils se donnaient un petit kick pour vraiment casser le char, être prêt à repartir. Là. Hey, c'était dangereux, surtout qu'il n'y avait pas la réglementation comme quoi tu pouvais pas sortir en tant qu'équipier avant que le véhicule soit arrêté. Fait que tu pouvais sortir n'importe quand, puis c'était vraiment dangereux, surtout si tu faisais le tour de la voiture au complet par en avant. Ouais, le gars qui avait le pneu arrière droite, là, il était brave. Ouais, c'est ça. Du monde qui sont pas habitués de faire ça, qui ont habituellement zéro pratique. Aller changer un pneu. Puis en plus, pour l'avoir fait souvent, aller changer un pneu de modifié, il faut que tu te rentres la main complètement dans la roue là, pour aller changer. Puis si il y a de mauvaises communications, puis le pilote il décide qu'il décolle, là, toi, tu as la main rendue là, ça peut être assez dangereux, je pense. Et puis il faut que je vous conte une histoire. À Syracuse, la dernière année, mon père a eu la chance de se qualifier. Puis j'étais justement son spotter. Puis tu parlais de spotter inexpérimenté. Moi, c'était la première fois que je faisais ça de ma vie. Puis on dirait que cette année-là, il y avait juste ça, des chars oranges. Il y avait des chars oranges partout. Puis mon père, c'est sa couleur. Dans le backstretch sur une relance, puis tu sais, on le sait, Syracuse, ça part loin, ça part en rentrant dans 3, puis il était à peu près mi-peloton. La poussière monte, un accident, puis là, je le lâche pas. Ah, continue, il va y avoir un accident, ils vont sortir le jaune. Puis là, il pèse son piton pour me parler, puis il me dit Fiston, c'est moi qui est dans le mur. Je suivais plus le bon char, pas en tout. Eh boy! Mais Syracuse, c'était quelque chose, puis je pense. Mais sais-tu, Mini, ça me surprend tellement pas de toi, là. Déjà que tes commandes devaient être claires en plus.
Puis moi puis Régent Plante, dans le fond, on était deux à lui parler. Régent lui disait hey, va en bas, va rouler à l'intérieur, c'est là que c'est le plus collant puis que ça marche le plus. Et Friesen marchait là. Lui, il écoutait pas, c'était au mur et tout le long de la 3 puis la 4. Puis je sais pas si Tommy a eu la chance de faire l'entrevue d'après-course. Puis je pense que c'était des beaux moments. Je pense que pour plusieurs Syracuse, ça va rester les moments les plus mémorables de course pour plusieurs personnes du monde de la terre battue. Ouais, ben je pense que ça serait un autre sujet qu'on pourrait aborder, là, mais oui. Ça reviendra jamais. Oswego ne sera jamais ce que Syracuse était. Non, ça sera pour un autre sujet. Admettons qu'on y va pour un deuxième sujet. Qu'on s'écarte pas trop loin. Vas-y. Oh! Hey, ça, je vais la poser à Tommy en premier, parce que je pense qu'il y a de quoi être fier, lui. C'est que dont tu es le plus fier aux courses. Ben, honnêtement, j'ai deux choses. La première chose, je dirais que l'année passée, le fait que j'ai pu faire tous les programmes à l'animation, c'était vraiment une fierté parce que il y a certaines personnes qui ne croyaient pas en moi, puis finalement, ben, gars, on a cru en moi, on m'a laissé ma chance, puis j'ai pu le faire. Ça, je suis bien, bien fier de ça. Puis ça a été évidemment avec tous mes chums autour, toujours plus facile de travailler dans ce sens-là. Mais une fierté aux courses également, ben, c'est le fait que la formation des gars de course, je pense que ça a créé tellement une belle gang. Je suis convaincu, puis c'est sans. Je veux pas nous vanter, vraiment pas, mais je pense qu'on amène quelque chose de différent, puis je pense que c'est super le fun, puis on a autant de fun en dehors des courses que qu'aux-courses, parce qu'on se tient tous ensemble quand même, donc ça a vraiment créé un effet de gang, puis je pense que ces deux choses-là, là, je suis vraiment fier de ça. Ah, parce qu'il y en a qui le savent pas, mais les gars de course, la plupart, même je vais dire, la totalité de l'équipe travaille pour les autodromes à la base. Il y a Tommy comme annonceur avec Anthony Marcotte. Moi, je suis dans les puits. Ben, vous y voyez le dos à longueur de soirée, c'est le flagman en chef. Racing, j'avais pas aidé. Puis, oui! Pierre-Luc, lui, il est dans le fin fond du backstretch. Au RPM, il court à gauche puis à droite. Ça, c'est le fun. Ça, c'est les meilleures soirées. Ah, faut le dire, ça. Il y a une fois au RPM, puis nous, on est dans le dos, puis on est avec Steve Salva. Pierre-Luc, c'est le flagman dans le backstretch. Et là, il y a des accidents partout. Fait que là, Steve dit Pierre-Luc va voir dans 1, Pierre-Luc dans 3, Pierre-Luc dans 1, mais à un moment donné, puis il dit Pierre-Luc dans 1, Pierre-Luc part dans 3. Elle s'est trompée de bord. Pierre-Luc était rendu mêlé. Là, il et qu'on a du fun avec Steve Salva, des fois j'ai la chance d'animer avec toi. Là. Steve Salva, on le connaît parce qu'il est le directeur de course, mais quand il est avec sa gang en haut, hey, on a du fun, ça n'a pas de bon sens. Jérémy, Joanie. Oui, vraiment. C'est une belle équipe. T'as oublié Max aussi, qui est dans la cour numéro 1. Maxime Beauregard, qui est le flagman de la cour numéro 1. Lulu, qui est DJ. Cédric, qui est chef d'orchestre de tout ce qui est floor racing. Monsieur Floor Racing. Caméra. Don, qui est aux photos. Martin, qui gère le budget. Martin, qui gère les airlousses pour venir aux courses. Oui. Mais vraiment, on travaille tous aux courses, donc on était déjà là quand même. On s'est rajouté peut-être un peu des tâches, mais on aime tellement ça, puis c'est pour ça qu'on le fait. Là. Oui. Puis pour revenir au sujet, moi, de quoi je suis le plus fier, c'est d'avoir gravi des échelons pour être devenu signaleur. Parce que moi, mon frère était signaleur dans le temps des années 90, ça trahit son âge. Là. Dans le début des années 90, il était signaleur. Des photos en noir et blanc. Oui, des photos en noir et blanc. Puis, il était signaleur à Saint-Guillaume, au stadium de Saint-Guillaume. Puis, j'ai commencé là, moi aussi. J'ai fait des courses. J'ai signalé les courses sur la glace. C'est d'ailleurs Jean-Noël Julien qui m'avait donné ma première chance. J'ai signalé des courses sur la glace. J'ai commencé, j'étais à la Fosse Grille à Saint-Guillaume. Après ça, j'ai été signaleur sur le backstretch. Après ça, l'Alta, c'était les Race Rock. J'ai été signaleur en chef pour les Race Rock. J'ai été directeur de course pour les Race Rock pendant quelques éditions. D'ailleurs, j'avais été directeur de course et avec mon frère qui était signaleur aussi pendant la même édition. On avait pu travailler ensemble. Ça avait été extrêmement plaisant. Mais je pense que mon meilleur accomplissement, ça avait été de recevoir l'appel de Steve Salva quand il a été nommé directeur de course à Granby. C'était de recevoir l'appel puis qu'il me dise Ben, c'est toi que je veux dans le tour à Granby. Parce que moi,
j'avais déjà, j'avais fait le stadium, j'avais fait l'autodrome Drummond aussi, mais l'autodrome Drummond, j'y avais été tellement souvent que c'était comme chez nous. J'avais signalé à l'autodrome Drummond avec Gilles Cusson dans le temps. J'avais été son assistant pendant 2 ou 3 ans. T'es même fait installer un poteau. Ouais, ça, c'est arrivé après. Mais, tu sais, Autodrome Drummond, c'était comme chez nous. J'allais là à toutes les fins de semaine avec mes parents. Puis, tu sais, je connaissais la place, j'étais habitué. Granby, c'était le vendredi, on y allait moins souvent, c'était de temps en temps. Mais pour moi, Autodrome Granby, c'était comme Daytona. C'était la place, la grosse place avec la grande tour, les estrades, c'était la place. Puis quand Steve m'a appelé pour m'annoncer ça, j'étais tellement content d'avoir le poste. Puis, tu sais, c'était ça. C'était comme la grosse classe pour moi, en plus du RPM. Puis le RPM, j'étais là avant que Dominique et JF rachètent la place dans le temps de Jasmin Péloquin. J'avais fait, je pense, 1 an ou 2 ans avant que Dominique devienne propriétaire. Puis quand ils ont acheté la place, bon, ben, je suis arrivé avec les meubles. Moi, j'étais avec, je pense que je suis le seul officiel ou employé qui était là dans l'ancienne gang qui est venu avec le stock. Fait que, tu sais, de ça, je suis quand même très, très fier. Là. Ça va faire ma 10e année. Ça a fait ma 10e année cette année au RPM. Puis là, ça va faire à Granby, ça va faire ma 8e. Puis tu mets gros du temps, pareil, je vais dire, du temps investi dans cet emploi-là. Tu as même participé, je vais dire, à la rénovation de ton poste de travail. Tu sais, la tour à Granby, tout ça. Les 2 places. Mais c'est laquelle la pire place que tu as déjà flaguée? Parce que tu me disais que tu voulais un jour flaguer à Cornwall, mais c'était très bas. Tu t'es-tu déjà fait peur à un point? On rêve à Cornwall dans le temps de la tour sur le bord du mur en bas. J'aurais tellement aimé ça. Mais Ben, on a eu peur pour lui. Là. Je pense que c'est l'année passée quand le pneu de Carl Letendre en Lightning Sprint doit y avoir passé à peu près à 5 pieds de la tête, il n'a jamais rien vu. Je ne sais pas pourquoi vous avez eu peur, moi je n'ai rien vu. Je n'ai même pas eu d'avoir peur, j'ai absolument rien vu. Mais tu sais, c'est jamais arrivé une fois, même si je me souviens d'un accident au RPM à STR, c'était Pierre Fontaine, le conjoint de Chantal Amann, on salue s'il nous écoute, qui avait flippé en avant de l'estrade. Puis je pense, la hauteur qu'il avait flippé, là, j'aurais pu toucher à l'auto là, quand il est passé devant moi. Il était très, très haut puis très proche de la clôture. C'est arrivé souvent aussi, j'ai reçu des pièces à Lightning Sprint à un moment donné avec Michael Benoît. Le pilote avant lui avait perdu un disc brake ou je sais pas trop. Ça avait revolé sur l'aileron du Lightning. C'était revolé, ça avait passé par-dessus moi. Bien des fois que j'ai reçu des pièces, toutes sortes d'affaires, mais j'ai jamais eu peur. C'est toujours plus tard, après les courses, ça revenait chez nous. Tu vois, c'était dangereux. Il aurait pu. Mais sur le coup, ça m'arrive jamais. Puis même quand il est à Autodrome Granby, quand il y a des gros accidents, en dessous de moi, ben, des fois, je suis sur l'adrénaline, je descends, je vais voir le pilote tout de suite. Puis, oui, il faut que tu penses au danger parce qu'il peut y avoir un incendie ou quelque chose, mais c'est toujours l'adrénaline qui fait qui te pousse à faire ça, mais c'est toujours après que tu dis, ouais, finalement, ça aurait pu être plus grave. Hein, mais, Ben, il est tout le temps pas mal de glace dans ces moments-là. Je l'ai vu une fois vraiment. Pas émotif, mais préoccupé, disons. C'est l'accident de Michel Dussault au début de l'année là, à Drummondville. Oui, parce que Michel, c'est un grand chum. J'étais avec lui depuis bien des années. Ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas vu, puis on se voyait aux courses de temps en temps. Puis là, quand j'ai vu l'accident, et puis la façon qu'il est tombé sur la piste, ça me rappelait tellement là, le regretté Guy Ouellet, qui est j'avais tellement eu peur, mais en plus, en arrivant à côté de l'auto, l'essence coulait, puis j'entendais Michel crier « Sortez-moi, sortez-moi », puis j'y parlais, puis OK, ça s'en vient, éteins tes switches, puis ça, c'est souvent les réflexes que j'ai quand j'arrive à côté de l'auto, c'est bon, ta valve à gaz est-tu fermée, ta switch, ta switch de courant est-tu fermée, on commence par ça, puis après ça, bon, on va essayer de te sortir, bouge pas. Encore là, sur le coup, j'étais sur l'adrénaline, mais par après, une fois que tout a été pris en charge par par la sécurité, par les ambulanciers, là, en revenant dans ma tour, ouais, c'est ça. C'était pas facile, mais je savais que Michel était en bonne main. Mais en devenant officiel ou juste en travaillant aux autodromes, même moi, je l'ai vécu, entre autres cette année, on dirait qu'on prend plus conscience à quel point
c'est un sport dangereux, puis qu'un accident, c'est bête et ça peut être tragique. Mais chaque accident, avant, on le prenait comme un spectacle. On se disait, OK, ça a été spectaculaire pour le spectateur. Ils vont avoir aimé ça. Mais par exemple, l'accident d'Alison Prince, moi, ça m'avait figé. J'ai couru sur place. Même si, oui, c'était un gros accident, il aurait pu avoir les clôtures qui rentrent dans la voiture ou quoi que ce soit. Mais on dirait, le fait de maintenant travailler auprès des pilotes, moi, c'est au micro, Tommy aussi. Toi, Flagman, on dirait qu'il y a un certain lien qui se crée entre nous et les pilotes, puis qu'on se dit, OK, c'est spécial. Donovan, quand il a eu son accident, qui a perdu un peu connaissance devant moi, j'ai eu cette peur-là qui me dit, oh mon Dieu, OK, on dirait que c'est un des miens qui est blessé, puis autant qu'avant, je le voyais d'un œil, même si je coursais d'un œil plus spectateur, que maintenant, ce lien-là est vraiment rendu important. Oui, tu as totalement raison, parce que quand tu es spectateur, tu vois les courses, il y a un accident, tu es content, tu sais, les chars, ça s'est fait dedans, ça a revolé. Mais quand tu oui, mon rôle d'officiel, mais peut-être plus depuis 2 ans, 3 ans, mon rôle des gars de course, où est-ce qu'on connaît de plus en plus les pilotes, tu sais, on est un peu plus... on rentre dans leur trailer carrément. Oui, c'est ça. On rentre dans le trailer, on connaît les personnes, on connaît le monde autour. Quand il y a un accident, quand il arrive de quoi, ça nous fait un petit pincement un petit peu plus fort au cœur. Ouais, moi j'ai une expérience qu'on va parler parce qu'on a un sujet qui va ressembler à ça un peu plus tard, là, mais cet été, là, justement, il est arrivé un accident comme ça que moi j'étais un gars qui était émotif, puis c'est venu vraiment me chercher, on en parlera un peu plus tard. Ben, on peut en parler tout de suite. J'imagine que tu parles à Drummondville. Ouais, quand Benjamin Marleau a fait des tonneaux là, à la sortie de la 3. Là, ça, c'était une bonne. Honnêtement, le temps qu'on a attendu dans la tour entre entendre que le pilote est correct, là, on a commencé à entendre des rumeurs, puis honnêtement, là, j'avais pas une bonne vibe ce soir-là. Quand il est arrivé l'accident, là, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété. J'ai fait une crise d'anxiété dans la tour en haut parce que, justement, genre, non, pas vrai. C'était tellement violent comme accident, puis on attendait tellement de choses autres. Finalement, on s'est rendu compte que Benjamin, oui, avait été sonné, mais heureusement, ces éléments de sécurité lui avaient sauvé la vie. Mais j'étais tellement content de le voir le samedi après. Il était dans les estrades, je l'ai salué. Ça m'a tellement fait du bien parce que sur le coup, là, on vient d'en perdre un. Puis vraiment, j'ai de la difficulté à gérer ça avec. Quand il y a eu l'accident également avec Samuel Charland, lorsqu'il était en semi-pro dans la 3 à Granby, le feu a pris. La fameuse boule de feu, oui. Là, lui, il se rendait pas compte qu'il était en feu, il se détachait tranquillement. Moi, j'avais éteint mon micro, je criais quasiment « Sors! » Mais vraiment, on a une proximité, Ben, tu l'as tellement bien expliqué, on devient proche de ces pilotes-là. On veut jamais que ça arrive, puis tu sais, on les côtoie toutes les semaines, on les invite au studio, on jase avec. On a tout le temps du fun avec tout le monde. Quand il arrive des choses comme ça, c'est un peu un membre de la famille des courses à qui arrive quelque chose, puis c'est sûr que ça vient nous chercher un peu plus. Oui. Puis même moi, je pourrais dire, coursant STR, la grosse accident de cette année à l'autodrome Granby de Julie Archambault, ça met vraiment un froid. Puis comme tu dis, tu sais, toi, Tommy, tu fais de l'anxiété. Moi, j'ai toujours eu cette crainte-là d'avoir un accident terrible comme ça. Mais c'est là que ça devient spécial, que tu te rends compte que tous les pilotes, comme tu dis, ils font vraiment partie de la grosse famille. Oui. Puis tu sais, on est chanceux en plus parce que les autodromes ici, ils mettent vraiment l'emphase sur la sécurité. Tu sais, depuis des années, ça prend des hands, ça prend des sièges full contain, tout le tour, ça prend des ceintures essence, ça prend des gants, ça prend, tu sais, on est vraiment, vraiment sévère là-dessus. Il y en a des fois des classes ou des fois des pilotes qui arrivent de d'autres pistes. Pourquoi vous êtes sévère de même? Mais c'est parce que on a déjà eu des accidents graves, on veut pas que ça se répète. Puis avec parler aux promoteurs, les affaires avec les assurances, puis ça devient tellement compliqué que on n'a pas le choix d'être sévère. Il faut que ça soit pour garder le plus possible nos pilotes. Là. Messieurs, je pense qu'on va avoir le temps d'un dernier. Attends un peu. Arrête-tu répondre, toi? Quoi? De quoi t'es le plus fier? Oh mon Dieu, hey, on est parti, hein? C'est comme dans ma tête, ça, quand je commence à jaser au micro. Merci. Je me souviens plus de mon but. De quoi je suis le plus fier? Moi, c'est peut-être pas aux courses sur terre battue. Moi, je viens du karting avant avec Maxime Plante, toute la famille Plante. On a migré vers la terre battue pour suivre. Surtout moi, je voulais suivre les traces de mon père.
Mais dans le temps, en karting, je coursais contre celui qui est maintenant en Formule 1, Lance Stroll. Puis vraiment, j'adorais ça, courser contre lui. On était toujours à l'avant, on se battait. Même qu'on était une rivalité, qu'on se rentrait dedans quasiment des fois. Je pense que c'est mes plus belles années. Puis, on voyait le clash familial, mettons. Tu sais, ceux qui connaissent ma famille, tu sais, des fois, on est plus en train de rire, puis côté mécanique, on est lousse. Surprenez-vous pas pendant le podcast de voir arriver Thibaut en bobette en arrière des nids, ça se passe bien. la porte est fermée. Là, tu ouvres la porte, par exemple, Mini. Là, on va régler ça. Faut que tu comptes l'histoire des pogos. Des pogos. Ou du ballonné. Des pogos puis le caviar, là. Ouais. Ah oui, ok, ben oui. C'est avec la même histoire quasiment. Je suis allé travailler, je travaille pour Driver Simulation. Je suis allé travailler à Sanner pour un événement. On amenait des simulateurs. Puis j'ai rencontré mon ancien directeur de course du karting. Puis là, il me dit Hey Kevin, t'es rendu où toi dans la vie? Je fais je course à la terre battue. Je course avec mon père. Puis il dit Mon Dieu, t'es juste là. Je fais mon Dieu, de quoi je suis juste là? Voyons, c'est hot, tu sais. Moi, c'était bon. Ouais, mais non, mais le monde asphalte. Mais là, il me dit Kevin, il y avait la course qui m'a marqué le plus. J'avais remporté contre Lance Stroll, justement, à ma piste. Je veux dire, mon home track qui était Saint-Hilaire. Je l'avais remporté, dernier virage. Puis, il y avait des recruteurs de la IndyCar qui étaient là cette journée-là. Et puis, qui avaient jasé avec mon père. Puis mon père, il a dit, ils ont dit comme quoi il y avait de l'intérêt à ce que je rentre dans une équipe plus tard, que je suive mon rêve de courser dans une monoplace. Puis mon père, il a dit Hey, nous autres, le dimanche, là, on mange pas ça du caviar. Hein. Non, nous autres, on mange des pogos. On n'a pas d'argent pour ça. Laissez-nous tranquille. Fait que quand je suis revenu à la maison, j'ai dit Mais voyons donc, pastique. Pourquoi que tu as dit ça? Mais avec les années, on se rend compte, il y en a des histoires, pas tragiques, mais des histoires que les parents se sont vidés, se sont mis à la rue. Puis finalement, je suis content d'avoir resté dans mon monde. Je vais dire que je me suis pas enflé la tête à vouloir courser dans les grosses classes, puis essayer de me faire un nom, même si je le savais pas. Mais au final, je suis quand même content de cette décision-là que mon père a pris. Qu'il s'est pas mis à la rue, il a pas scrappé la vie de ma famille juste pour moi, mettons. Puis Mini, il a eu sa victoire cet été. Moi, j'ai pas eu la chance d'être là, mais je sais que Tommy me l'a raconté. Tommy, j'imagine qu'il était tellement émotif, il devait avoir les larmes aux yeux de voir Mini finir en avant de son père. Ouais, mais dans le fond là, moi, si je peux la raconter, cette victoire-là, Mini part premier, puis là, ça se bat derrière lui, puis là, un moment donné, Thibaut tombe deuxième, puis là, je me dis il le passera pas. Il le passera pas. C'est sûr qu'il le passera pas. Mais là, je pense que c'est Yann qui s'en vient puis qui se rapproche. Là. Si Yann passe Thibaut, là, peut-être que Kevin, il faudra qu'il pèse. Finalement, ils n'ont pas passé par une magie que je comprends pas. Mais non, mais Mini était sa coche. Mini était sa coche, puis on l'a vu en NASCAR, là, parfois, tu as un coéquipier qui t'aide un peu, puis je pense que ce soir-là, ton père a tout fait pour te faire goûter une victoire, puis vous êtes tellement une belle équipe ensemble, je pense que ça résumait vraiment ce que c'est aller aux courses, vous autres, pour les Hébert. Ton père, c'est de le voir, il était comme 100 mots après ta victoire, il voulait même pas venir sur la photo, il était comme, ça n'a pas quoi faire du tout. Puis oui, c'est émotif, je pense que tous les gars de course qui étaient là, on a tous descendu à la photo. Ouais, ça, c'est moi puis Mini, justement, il y avait des situations en plus, en dehors des courses qui se passaient, il y avait plein de choses autour de ça. Fait que ça a tellement été le fun comme victoire, puis je pense que tu peux en être fier parce que tu as travaillé très fort pour la chercher. Là. Oui, j'ai travaillé fort, même si mon père, en revenant au trailer, il m'a pogné puis il m'a dit t'étais mieux de peser parce que si Yann y passait, t'étais faite. mais oui, même si c'était des moments plus difficiles dans ma vie personnelle, puis cette victoire-là, de me retrouver avec ma gang, puis de voir que, tu sais, quand ça, oui, des fois, ça va mal, mais puis tu te penses que t'es seul au monde, mais finalement, tout le monde est là pour toi. Ça m'avait fait chaud au cœur. Il y avait des gens que j'aurais jamais cru qui seraient venus sur des photos. Il y a même Dan qui a dit, hey, à quelqu'un avec son téléphone de prendre une photo, puis moi, je veux aussi être dans la photo. C'était un beau moment pour moi qui a comme tout reparti la machine, puis non, c'est vraiment, oui. Je suis pas la personne qui met le plus d'efforts dans les courses. Il y en a qui vont vraiment pousser. Je pense
j'ai un nom en tête qui met énormément d'efforts, puis qui pousse, puis qui s'améliore, puis qui va, à mon avis, avoir une super bonne année. Donovan Lucier. Je suis pas ce genre de personne-là. Je mets pas énormément de temps dans le garage comme mon père. Je suis pas un connaisseur, pas un fouineur non plus, un innovateur. Même que j'ai développé la passion pour le micro, ça énormément. Mais de courser contre mon père, juste ça, c'est un thrill. Tu sais, je suis pas... quand on se le dit souvent... Moi, je suis pas un top runner, je suis pas un des à l'arrière, tu sais, je suis dans le milieu. Je suis tout seul dans mon monde, je fais mon 20 tours, puis après, je suis brûlé, je m'en retourne au micro. Final STR, 20 tours, t'as les 4 premiers qui se sauvent, Mini dans le milieu, puis les 4 autres en arrière. C'est immanquable. Ça ressemble à ça. Mais ça, tu nous as parlé, on va le prendre en note, là, mais le temps dans le garage, ça serait un sujet là, qu'on va aborder prochainement. C'est ça, c'est quand je serai pas là. Quand je vais prendre des vacances, je vous en parlerai. Mais non, Ah! Ça, c'est Pierre-Luc à la régie. Ça, c'est le bruit du buffer de Tommy. Puis ça veut dire, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se revoir dans un autre podcast, mais la chose que je dois vous dire avant qu'on se laisse, c'est que oui, on a plein de sujets qu'on veut parler, mais on est toujours là pour vous, puis nous, on a envie de jaser des sujets que vous avez envie qu'on parle. Donc, envoyez-nous ça, que ce soit personnel sur Facebook ou sur la page Facebook. On a plein de comptes, là, vous le voyez en bas. On a Instagram, on a TikTok qui n'est pas très à jour, mais on va se forcer pour le mettre à jour. Il n'existe pas encore. Il n'existe pas encore? Yes! Je pensais qu'il existait. On a un pour nos conneries à part, mais là, on va en avoir un pour les gars de course. Les conneries. Qu'est-ce que tu dis là? On va jamais de conneries, nous autres. Ouais. Mais ça serait le fun aussi, Ben, excuse-moi, avant que je perde mon idée. Lorsqu'on va mettre, ça va être publié, là, écrivez-vous aussi qu'est-ce que vous pensez des sujets qu'on parle. Oui. J'aimerais avoir votre opinion, ça serait bien le fun. Oui, puis moi, ce que je voulais ajouter, c'est que oui, il y en a nos 3 grosses faces ici, mais on va avoir des invités pendant la saison. On veut avoir du monde, des pilotes, des crew chiefs qui vont nous parler, ils vont venir nous conter des anecdotes. Fait qu'on va avoir une très belle saison de podcast. Il y aura d'autres gars de course aussi. Ben oui, certain. Puis on va essayer de mettre du monde qu'on voit jamais au micro. Comme que tu disais, des crew chiefs, là, je pense, on va essayer de l'inviter, mais il y en a un qui fait une maudite bonne job aux courses. Mathéo Bessette, c'est sûr que je veux l'avoir à un moment donné, qui vienne nous jaser de son expérience avec William Racine. C'est une équipe en développement, puis c'est du monde comme ça qu'on veut qu'on voit travailler dans l'ombre, mais jamais on entend parler de leur expérience aux courses, puis c'est justement pourquoi on va les inviter au podcast. L'invitation est lancée, c'est fait. Ouais, moi, je veux le dire, par exemple, Will, c'est un de ceux qui remercie le plus son gros chief. Oui. Il faut lever notre chapeau. Parce même, que même les commanditaires. Oui, parfois, il y a certains pilotes, puis j'en nommerai pas, puis je n'ai pas besoin d'en nommer, qui oublient de nommer leur crew chief ou leur équipe. Ça, vraiment, les pilotes, oubliez jamais ça. Parce que c'est grâce à eux que vous pouvez aller aux courses également. Ouais, puis je pense que c'est une victoire émotive. Donc, n'oubliez pas, les invitations sont lancées. On va tenter de les rejoindre par les médias sociaux. Mais n'hésitez pas, envoyez-nous ce que vous avez envie qu'on jase. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est un podcast qu'on a envie d'être authentique. On a le goût de jaser de course, d'avoir du fun. C'est pour ça qu'on a créé ça. Merci Tom, merci Ben d'avoir été là. Puis on s'en rejase la prochaine fois, peut-être dans 2 semaines. Ouais!